Un nouveau spin-off de Fable va prochainement faire son apparition. Actuellement en bêta-test, Fable Legends crée débat parmi les fans de la saga tant cet opus s'éloigne de la trilogie originelle. Apparemment, il n'y a pas vraiment d'histoire ou de vrai roleplay dans ce jeu. Il met surtout en avant la coop à 4, jouable en ligne ou seul avec des bots. Vous commencez dans la ville de Bright Lodge, à partir de laquelle vous pouvez sélectionner les missions que vous voulez effectuer. Une fois la mission choisie, vous vous retrouvez dans un donjon, dont le level design peut rappeler les MOBA. Vous progresserez dans l'environnement et parmi les ennemis, accompagnés de 3 autres personnes avec un objectif précis. Bien que vous puissiez jouer la stratégie en faisant des combos entre les 4 classes, le style de jeu reste assez bourrin et ouvert à tous. Mais là où ça devient vraiment intéressant d'un point de vue tactique, c'est lorsque vous jouez en ligne. En effet, le boss du niveau peut être joué par une vraie personne. Celle-ci place les ennemis en début de partie, puis les dirige ensuite. Ainsi, Fable Legends semble sympathique en ligne pour ceux qui aiment les MOBA ou les RPG tactiques. Mais pour ceux qui cherchent un jeu rappelant la trilogie Fable, mieux vaut passer votre chemin. Let me tell you a story of heroes. For there are those who believe the history of Albion is a history of heroes. From every corner of the land they come, seeking to make their name. But dashing, skillful, and perfect of skin. Grizzled and determined. The masters of will. And those who carry big, pointy swords. With the cheers of the simple village folk ringing in their ears, out walked these brave heroes, seeking adventure and justice. Or maybe just fame and reward. But what they find every hero must be tested. Every legend earned. For what is an adventure without danger? A fable without a hero. A hero without... Yes. You could be a hero. Or you could be. The villain. BioWare prépare le retour de la saga Mass Effect. En effet, un 4e opus est prévu. Cependant, celui-ci n'aura aucun lien avec l'histoire des 3 premiers, et donc avec le commandant Shepard. Les développeurs promettent quelques clins d'œil, mais pas plus. De fait, le jeu sera axé sur une toute autre partie de l'univers. Nous découvrirons donc des environnements inédits, ainsi que de nouvelles races. Dans cet opus, l'exploration tiendra un rôle important. On note d'ailleurs le retour du Mako, élément vital pour visiter de nouvelles planètes. Pour l'instant, aucune date de sortie n'est prévue. Il faudra donc être patient. Les développeurs coréens de Triple Studio travaillent actuellement sur un jeu qui pourrait concurrencer Diablo. Il s'agit de Lost Ark, un MMORPG hack and slash. Comme tout bon hack and slash, le jeu s'appuie sur des combats très dynamiques que vous pourrez expérimenter durant des quêtes scénarisées, en arène PvP 1v1 ou 3v3, ou alors en donjon, contre des boss interagissant avec l'environnement et aux patterns variés. 18 classes sont prévues, et même si certaines peuvent être semblables, la customisation des skills peut créer une plus grande variété parmi les joueurs. Il s'agit du tripod system. En bref, celui-ci permet de combiner des sorts ou effets afin de créer un nouveau résultat. Outre les combats, le joueur pourra aussi se focaliser sur l'exploration. De nombreuses quêtes et zones sont cachées et avec elles de grandes récompenses, incitant ainsi le joueur à parcourir le monde. Pour ce faire, il aura à sa disposition un bateau afin de sillonner l'océan et accoster de nouvelles terres. Tout ceci nous promet donc de longues sessions de jeu.
On se retrouve donc pour le test de Destiny. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un MMO FPS sorti en France le 9 septembre 2014 et développé par Bungie, les créateurs de Halo. Alors on va commencer le test avec Charlie, salut, qui va nous décrire un peu tout ce qu'il y a autour de ce jeu. Ouais, alors Destiny, c'est un MMO FPS qui a été tant attendu par beaucoup de joueurs, car c'est pas commun de voir des MMO FPS. C'est vrai, pas beaucoup. Mais malgré tout, il faut relativiser la notion d'MMO parce que c'est vrai qu'on passe vite au-delà. C'est vraiment fait de manière assez superficielle. On va dire que globalement, ça reste un FPS massivement en coopération avec des quêtes en multijoueur, du PVP, tant en PVP qu'en PvE. Donc on va pouvoir se retrouver avec... D'ailleurs, tu as parlé. PVP, il doit pas vraiment changer des FPS de base. Non, alors voilà, bien sûr, le PVP ça reste assez classique, c'est du deathmatch, de la domination, de la RN par équipe. Ça reste assez classique et les joueurs, les habitués, ne seront pas trop perdus de ce genre de jeu. Donc c'est vrai que mais ça reste quand même sympa. Et là, ce qui est intéressant dans le PVP, c'est que ça va avoir un effet sur le PVE, puisque tu vas pouvoir looter des items et gagner de l'expérience qui vont t'aider pour le mode histoire mode histoire aussi. Et inversement, pareil, comme en PvP tu joues avec ton personnage le même que tu utilises en PvE, tout ce que tu vas faire dans le mode histoire, les items que tu vas gagner, l'expérience que tu vas prendre, va te permettre d'être plus fort en PvP. Ça c'est assez intéressant, le mélange des deux se fait assez bien. Ça reste assez basique, c'est pas les grosses nouveautés. Non, ça va. Alors, en ce qui concerne le PvE, tu vas pouvoir lancer des quêtes tu vas arriver sur des planètes, où tu auras sur une map ouverte, dans laquelle les joueurs vont pouvoir te rejoindre par exemple, sans forcément que tu les invites. C'est-à-dire que c'est un monde ouvert dans lequel tout le monde va se retrouver, sauf les... ouvert persistant ou changeant. En gros, est-ce que ce que font les joueurs peuvent avoir un impact sur l'environnement? Non, l'environnement reste le même, c'est des vagues d'aliens qui vont repop en boucle. L'univers reste inchangé. Oui. Donc, par contre, une fois que tu vas arriver dans certaines zones qui vont correspondre à tes quêtes, tu vas rentrer dans des mini-instances dans lesquelles là les joueurs ne pourront pas te rejoindre, à moins qu'ils soient dans ton escouade. Donc ça va être à toi de créer une escouade. Dans chaque mission en fait, dans chaque mission tu as une partie qui est ouverte, c'est-à-dire qu'ils vont te dire aller à tel endroit, à tel endroit. Là tu vas pouvoir croiser des joueurs qui ne sont pas forcément avec toi. Arrivé à un endroit, ils vont te faire rentrer dans une zone qui là sera privée, dans laquelle tu seras seul, ou alors avec les gens de ton escouade. Tu peux faire des escouades de 3 à 6 personnes je crois, ou 5 personnes. Et donc voilà, là c'est là que tu vas pouvoir faire des quêtes en coop. Et en parlant de quoi, j'ai une question un peu bête qui me vient, mais est-ce que les joueurs PS4 peuvent jouer avec les joueurs Xbox One? Non, c'est les joueurs PS4 qui peuvent jouer avec les joueurs PS4 exclusivement. Il n'y a pas de mélange entre les deux plateformes. Dommage. Oui, c'est dommage, mais la communauté est quand même assez grande, du coup il n'y a pas trop de... Disons qu'il y a toujours du monde. Enfin, ça m'arrive souvent de croiser des gens sur les maps. C'est pas grand monde là. Là, il n'y a personne pour l'instant, mais ça va arriver, je pense. Après, ça fait un moment que le jeu est sorti, enfin un moment, ça fait quelques mois. Oui, c'est vrai. Peut-être que la communauté a commencé à... Je pense pas, parce que c'est vrai que un des points forts de ce jeu, c'est qu'il y a énormément de contenu HL. Contrairement à certains jeux où une fois que tu arrives au niveau max, tu n'as plus rien à faire. Là, tu auras beaucoup de choses à faire parce que petit à petit dans ta progression du jeu, tu vas avoir des objectifs qui vont changer. Par exemple, jusqu'à ton niveau 20, tu vas gagner de l'expérience en faisant des quêtes, un mode très classique. Le niveau 20 c'est le niveau max? Non, le niveau max c'est le niveau 30. D'accord. Donc jusqu'au niveau 20, tu vas gagner de l'expérience de manière très classique, c'est-à-dire que tu vas faire des quêtes qui vont te permettre de l'expérience, du loot, etc. À partir du niveau 20, ton XP est bloqué en fait. Tu ne l'augmentes plus, tu gagnes plus d'expérience. Ta seule manière de continuer à monter en niveau, jusqu'au niveau 30, ça va être de looter du stuff légendaire, de qualité légendaire ou plus,
Donc au niveau des stuffs, il y a 5 qualités. Donc la qualité basique, il y a le peu commun qui est vert, le rare en bleu, le légendaire en violet et au-dessus c'est l'exotique en doré. À partir des items rares et plus, tu vas gagner une nouvelle statistique sur ton équipement qui s'appelle la lumière. Et en fait, à partir du niveau 20, ton leveling va se faire en fonction de la lumière que tu as accumulée. Par exemple, tu vas avoir une pièce d'armure qui va te donner 20 de lumière. Et donc, en accumulant plein d'items qui vont te donner un certain nombre de lumière, tu vas augmenter ton niveau de lumière et ton niveau général. Donc c'est comme ça que tu peux monter jusqu'au niveau 30. D'accord. Spécial. Oui, c'est particulier, mais c'est plutôt sympa parce que ça va te pousser à faire donc ce que je disais, du contenu HL, c'est-à-dire des modes d'assaut. Les modes d'assaut, c'est des espèces de grandes instances qui sont d'un niveau complètement supérieur aux instances de base que tu vas faire dans ton mode d'histoire. Des donjons là, en somme. voilà, c'est un peu l'équivalent des donjons. Là, par contre, il va falloir y aller à plusieurs et de manière coordonnée, c'est-à-dire que tu ne pourras pas y aller à la bourrin, en fonçant dans le tas. Il y a vraiment un vrai niveau de difficulté. Ça, c'est un autre point fort de ce jeu, c'est qu'il y a un réel niveau de difficulté. Tu peux très bien le faire facilement, mais si vraiment pour les joueurs il y a des joueurs qui adorent ça. Il y a vraiment des stratégies à suivre. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment moyen d'envoyer sur des niveaux assez durs. Et est-ce que ces donjons c'est juste à 6 personnes, mais aussi des types raids? Non, c'est que je crois que c'est 3 à 6 personnes. Ok, donc il n'y a pas vraiment de grosses bastons. Je sais pas si c'est jamais 3 en fait. Bah, il y a des grosses bastons dans le sens où tu vas avoir des grosses vagues de monstres qui vont t'arriver dessus. Donc là, tu es à 3 au milieu de tout ça et il va falloir un peu que tu te démerdes. Mais en termes de combat, tu ne seras pas déçu, quoi. Il y a vraiment beaucoup de... Ça s'arrête jamais. Sur des gros niveaux, ça s'arrête jamais. Et surtout, tu vas devoir mettre en place des stratégies. Parce que sans ça, tu vas te faire vite surpasser, quoi. Ok. Là, je suis perdu. Alors, j'essaie de me retrouver. Je vais sortir mon magnifique véhicule. Qui ressemble beaucoup au speeder de Star Wars, d'ailleurs. Je te disais tout à l'heure. C'est vrai que l'univers est assez... similaire, c'est un peu comme même avec les Halo, ça ressemble beaucoup. Les modèles, ils sont restés un peu sur leur... En plus, ils ont créé ce jeu justement parce qu'ils ont été un peu supprimés de la création des Halo. Donc ils ont fait leur nouveau bijou. D'accord, je savais pas ça. Bah ouais, du coup, c'est vrai. Après, en termes de graphique, je trouve ça quand même un peu plus... comment dire... Bon, en tout cas, c'est de next-gen, donc forcément, comme tu peux le voir, les graphismes sont quand même assez beaux. Sympa, ouais. Et même les environnements, je trouve que c'est bien fait. Ouais, c'est assez joli. Et là, en plus, je suis sur Vénus. J'ai choisi cette map parce que en termes de graphisme, c'est ma map préférée. Je trouve qu'elle est vraiment jolie. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de vert, de bleu. Et je la trouve assez belle. Mars est jolie aussi, mais c'est assez différent. C'est plus désertique. Il y a quoi comme... Et d'ailleurs, voilà, j'en reviens. Alors en fait, au niveau des planètes, il y a... donc la Terre, la Lune, Vénus et Mars. D'accord. Donc voilà, j'allais vous parler d'histoire. Et genre sur chaque planète, il y a vraiment de très grandes zones à explorer? C'est ça, c'est tout du monde ouvert en fait. D'ailleurs, je sais pas si je peux voir la map. Non, pas ici, tant pis. Donc du coup, oui voilà, il y a toutes ces planètes-là. En ce qui concerne les classes de personnages, il y a 3 classes différentes. Donc le chasseur, que je suis en train de jouer ici. Là par exemple, tu vois, il y avait marqué réapparition limitée. Là on arrive dans une instance où je vais être seul en fait. Les gens qui sont à l'extérieur ne pourront pas me rejoindre. Et là ça va être à moi de me démerder. Donc il y a le chasseur, le titan et l'arcaniste. Qui sont 3 classes assez distinctes. Personnellement, on m'a dit que même si les 3 classes avaient beau être distinctes, ça reste du bourrin et n'importe quoi. Globalement, c'est vrai que les 3 classes sont distinctes dans le sens où elles ont toutes des façons de jouer différentes, des capacités différentes, et tu vas pouvoir les exploiter différemment. Le titan est souvent plus bourrin, le chasseur est vraiment plutôt mieux en corps à corps. Donc là, je vais utiliser... Même niveau gameplay, je trouve des trucs de Halo, je trouve. D'accord. Là, j'ai utilisé mon spécial, le spécial du chasseur qui est assez cheaté, on peut dire. En gros, j'ai sorti 2 dagues de foudre et je tue tout le monde. Tout simplement.
gros. Malgré le... Même si sur le niveau facile, je trouvais que... J'ai un truc qui m'a marqué, c'est que dans ce jeu, les têtes sont importantes. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre de viser un peu n'importe où. Tu auras beaucoup plus de facilité en tapant les têtes, et ça c'est assez bien parce que du coup ça force un peu à te surpasser dans ton style de jeu. Je sais pas si c'est toi qui joues super bien, mais il n'y a pas une assistante de visée aussi quand même. Non, il n'y a pas d'assistante de visée. D'accord, Pas du bien. tout. Par contre, là je suis sur un niveau inférieur à mon niveau de mon personnage, donc je fais beaucoup de dégâts. Ouais. Sur un niveau supérieur, je n'aurais pas cette facilité-là. Là, je suis dans une zone où, en fait, bon, en termes d'histoire, pour les quêtes, c'est assez redondant et n'était pas assez exploité à mon goût, dans le sens où la base était vraiment très intéressante. En fait, je vais expliquer brièvement l'histoire. Ça se passe 700 ans dans le futur. Là, je suis un peu mal. Et donc, en fait, l'humanité a connu un peu un âge d'or grâce à une découverte qu'elle a fait sur la planète Mars. Elle a découvert un astre qui s'appelle le Voyageur, qui lui a permis de se développer en dehors de la Terre et de coloniser les autres planètes, Vénus, Mars, la Lune. Et donc du coup, elle a fait des colonies un peu partout sur ces planètes-là. C'est pour ça qu'on voit ces univers. Par contre, je sais pas si tu as remarqué, mais là où on est, c'est complètement détruit. Parce qu'en fait, en colonisant ces planètes, l'humanité est tombée sur des aliens. Et donc ça arrive, et donc elle se fait envahir, et finalement elle s'est retrouvée retranchée sur la dernière cité qui existe, qui s'appelle dans le jeu, qui est la tour en fait, et c'est là que ça va être un peu ta base, tu vas avoir tous les PNJ, ta base. C'est ce qu'on voyait dans le trailer, l'immense ville qui flotte. Je sais pas ce que c'est bizarre. C'est peut-être ça. Du coup voilà, on se fait envahir. Et ce qui est intéressant, donc sur les aliens je parlais. En fait chaque planète a sa propre colonie d'aliens ils sont très différents. Et ce qui est marrant, c'est que des fois ça va t'arriver d'arriver sur des quêtes où les deux colonies vont s'affronter. Ouais. Et du coup elles vont s'affronter entre elles, et toi tu vas pouvoir arriver au milieu de ça et faire un carnage en fait. Tout à l'heure t'as pas fini de parler des classes je crois. T'as parlé de ta classe à toi, mais j'ai dit, moi en fait j'ai vraiment testé que le chasseur. C'est vrai que les autres classes je les connais peu. Après, pour ce que je les ai croisés en PVP, je sais que voilà, le titan est plutôt bourrin, il va plutôt avoir tendance à foncer dans le tas et à tout exploser parce qu'il a des sorts courts. Il a des bons sorts défensifs. L'arcaniste c'est plutôt... Alors remarque, c'est assez pareil, j'ai souvent fait des arcanes rusher dessus sans forcément. C'est vrai que globalement c'est assez loin comme tu disais. C'est assez loin, il n'y a pas vraiment de... La stratégie tu vas la trouver plutôt en PvE, dans les assauts de haut niveau comme je disais tout à l'heure. Et en PvP sûrement. En PvP la strat elle est plutôt sur les moves et sur les mouvements d'équipe. Ouais, je sais. Oui, au niveau des skills, ça marche comment? T'as genre un arbre de talent ou... Ouais, alors c'est ça. En fait, là tu vas retrouver ton Pokémon un peu à la mano, je vais te montrer de suite. En fait, là, non, en fait, je suis toujours un peu dans donc je te montrerai ça tout à l'heure. D'accord. Là, je suis un peu occupé. Ce qui est bien pour moi avec ce côté FPS, c'est que c'est vachement dynamique, c'est super cool. Ouais, j'ai eu mal. Ça va vachement longtemps cette mission. Ouais, je pense qu'en fait j'aurais dû mettre. En fait j'ai volontairement mis un mode un peu plus. Un niveau de difficulté un peu supérieur pour avoir plus d'ennemis parce que je pensais qu'il y en aurait pas assez. Ah d'accord. Finalement ça va. Oui, MMO Craft.
craft. Alors au niveau du craft, c'est pareil, c'est peu exploité. Déjà le craft, le craft pur, il n'y en a pas, c'est-à-dire que tous les items que tu vas avoir, tu vas les opter. Là où tu vas avoir besoin de plutôt farmer des items, des ressources, ça va être pour améliorer des équipements, parce qu'à partir d'un certain niveau de qualité, tu vas pouvoir améliorer tes équipements. D'accord. Et pour ça, il va te falloir certaines ressources que je trouve sur les maps, donc c'est là que ça va pouvoir être intéressant d'aller te balader en mode exploration simple sur les maps pour essayer de choper ces items-là. Et non, sinon le craft, pour les équipements en tout cas, c'est essentiellement du loot. Après voilà, pour les côtés MMO, tu as toujours, je vais pouvoir te montrer là, je suis un peu tranquille. Je vais mettre là, pas besoin de vous embêter. Donc là tu vois, j'ai la page de mon personnage avec tous les items. Donc moi j'ai eu la chance de trouver quelques items légendaires, ce qui est assez rare. Surtout pour le... En fait il va falloir faire des assauts, des instances de très haut niveau pour faire les... Ouais, j'imagine. Donc là tu vas plutôt devoir y aller à plusieurs en groupe et surtout en vocal parce qu'il va falloir t'organiser. Par exemple, tu vois, je vais te montrer cet item là, voilà, ça c'est ce que je te disais, c'est ce que je vais pouvoir améliorer. D'accord. Donc ça va me coûter des ressources que je vais gagner soit en farmant sur les maps, en récoltant des items, soit en recyclant des objets. Parce que quand je recycle des items, par exemple, là tu vois, ça me sert à rien, je vais le recycler. Hop, là tu vois, j'ai marqué que j'ai reçu des pièces d'armes. Donc je vais pouvoir gagner plein de choses comme ça qui vont me permettre de développer mes items. Là ça c'est la doctrine. Donc la doctrine en fait c'est l'arbre de compétences de chaque classe. D'accord. Donc quand tu démarres un perso au niveau 1, tu n'as qu'une seule doctrine. Le chasseur c'est la doctrine pistolero. Et ensuite au niveau 15 tu peux débloquer une deuxième doctrine qui est épéiste. Moi je suis vite passé sur l'épéiste parce que pistolero ça m'intéressait moins. Globalement, en tout cas pour le chasseur, les deux sont assez intéressantes parce que par exemple, on va dire qu'en PVP, la doctrine épéiste est très utile pour mon ultime que tu as vu. Je sors 2 épées et je peux enchaîner tout le monde. Ça en PVP c'est énorme. En PVE c'est moins utilisé et en PVE le pistolero sera plus intéressant. Le pistolero en fait, mon élite, je sors 2 gros pistolets d'or et je one shot tout le monde. Donc c'est assez intéressant aussi. Mais vu que j'ai que 3 balles, c'est moins intéressant en PVP. Et donc voilà, le fait d'activer une doctrine, ça va te permettre de débloquer des compétences. Il faut jouer en fait, ça te pousse vraiment à pratiquer une doctrine pour débloquer tes sorts. D'accord, tu vois, moi j'ai même pas... en fait. Si, mais il faut tout débloquer d'abord. C'est-à-dire qu'au début, tu vas avoir les premières qui sont là. Ouais. Ensuite, tu vas pouvoir déverrouiller les suivantes. Par exemple, si j'active celle-là, ça me désactive celle-là. Ouais, d'accord. Donc il va falloir tout débloquer pour avoir vraiment les trucs qui t'intéressent, chercher les compétences qui t'intéressent et faire ton build en fonction de ça. Tout ça, c'est que du passif en fait. Tout ça, c'est... Non, pas que du passif. Donc là, déjà, tu as tout ça, cette barre, ça concerne les grenades. Okay. Ça, c'est le double saut et plutôt mobilité. Là, ça va être mon élite, donc mes 2 gâchettes. Là, mon attaque de mêlée. Et là, par contre, ça sera du passif. Tout ça, c'est du passif. Donc, ça touche un peu à tout ton gameplay. Et ça va te permettre du coup de jouer tes classes différemment en fait. Ouais, c'est cool ça. Ça fait que ça donne une assez large... ouais, ça diversifie voilà, plus ça diversifie Après, est-ce que, comme dans la plupart des MMO, il n'y a pas genre une spé qui est jouée par tous les joueurs? Je vois beaucoup de chasseurs. Je vois beaucoup de titans aussi. Non, je pense pas. Je pense que c'est assez équilibré. C'est vrai que du coup, toutes les classes se valent bien. D'accord, c'est ça. Bon, en même temps, il n'y a que 3 classes. Oui. Pas trop dur d'équilibrer. C'est vrai. Mais ça reste jamais c'est constant. Du coup, t'as autre chose à préciser?
Bah oui, je peux parler des points positifs du jeu. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, parce que c'est vrai que j'ai dit que bon, le mode histoire est assez superficiel. Et il y a. Et le mode MMO qui n'est pas trop mis en avant. Voilà, disons qu'en fait, à la base, il y a une très bonne base, un très bon, comme tu disais, un bon background, qui aurait pu être super bien exploité, mais disons que tu passes vite à d'autres choses, quoi. Ça va pas rester longtemps. En même temps, ces développeurs n'ont jamais fait de MMO. Voilà, au début, tu vas arriver, tu vas faire tes quêtes et tout, mais tu vas vite passer au-delà. Après, les points positifs, pour moi déjà, c'est les graphismes qui sont juste magnifiques. C'est vrai. La bande son est très très bonne. Tu as toujours des bonnes musiques bien, en l'occurrence, pas trop bien épiques. Les cinématiques te mettent bien dans l'univers. Il y a un très beau travail de ce côté-là. Le gros travail artistique surtout. Voilà, c'est ça. Et en ce qui concerne, pareil, le niveau de difficulté, pour moi, c'est vraiment un très bon atout. Parce que non plus, tu vois. Ouais, donc au final, ça reste un bon FPS, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Bon, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Merci pour ta participation, c'était sympa. Et on vous dit à plus pour un prochain épisode de WhatsApp. À plus. Salut tout le monde, bienvenue dans la partie ciné du WhatsApp. Ici, on va vous parler des films de 2015 qui vont bientôt sortir et des films de 2014 qui nous ont marqués. Alors, mettons-nous d'accord tout de suite, les films qui sont sortis en 2014, normalement vous les avez tous déjà vus. Donc techniquement, je pourrais vous spoiler, mais bon, je suis gentille, donc à chaque fois que je vais parler de la fin des films, je vais vous mettre un bandeau comme celui-là, où vous aurez juste à couper le son et je l'enlève quand j'ai fini de parler de la fin. Comme ça, pas de spoiler. Bon, maintenant que ça c'est dit, on démarre, ça y est, c'est parti. Commençons avec Dragon 2. Je dois vous avouer que je suis totalement fan de cette saga, autant du premier film qui est sorti en 2010 que de la suite de cette année. Ça doit être franchement mon dessin animé préféré. Enfin, récent je veux dire, parce que dans les anciens, il y a quand même le Roi Lion, donc voilà. Alors, résumons-le pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ce deuxième film se déroule 5 ans après les événements du premier. Harold a donc maintenant 20 ans. Tout se passe bien dans la petite ville de Burke, où les humains et les dragons s'entendent à merveille, jusqu'au jour où le grand méchant Drago Point Sanglant décide de s'en prendre à eux. Et Harold, en tant que héros, décide de tenter de le raisonner. Lors de son périple, il va tomber sur sa mère, que tout le monde pensait morte, mais qui vivait en fait dans une grotte et qui était en train d'essayer de sauver les dragons. Et la maman, waouh, elle en connaît un rayon sur les dragons, elle a franchement la classe. Et en plus, elle possède un alpha. Enfin, le problème c'est que Drago aussi possède un alpha et il va tuer celui de la mère qui s'appelle Valka. Et comme l'alpha il contrôle tous les dragons et que Drago il est vraiment pas sympa, il va ordonner à Croque-Mou de tuer Harold. Bon, Harold il va s'en sortir in extremis, mais c'est son père qui va mourir en le sauvant. Et vu qu'il est triste, il va demander à Croque-Mou de partir, il veut plus le voir, alors que pauvre, c'est pas de sa faute. Mais bon, il va vite s'en rendre compte, il va réussir avec une grande force d'esprit à convaincre son dragon de ne plus être sous le contrôle de l'alpha. Ça c'est un truc de ouf quoi. Et après ils vont devenir tous les deux super badass, et tellement badass qu'ils vont défier l'alpha, ils vont gagner le face à face, ils vont faire fuir tous les méchants. À la fin, Croque-Mou se retrouve l'alpha de tous les dragons, et Harold y reprend la place de chef de village de son père. Voilà. Franchement, ça valait le coup de le voir au cinéma. Avec la musique épique, les couleurs magnifiques, les détails époustouflants. Non mais c'est incroyable, on voit toutes les écailles du dragon et même chaque poil de la barbe d'Harold, c'est un truc de malade. Après, il y avait des scènes qui faisaient vraiment super rêver, genre quand on découvre la mère, Valka, et son mode de vie. Déjà, l'endroit où elle vit, c'est juste super beau, mais quand les dragons ils prennent leur envol, tous ces dragons là de toutes tailles, de toutes espèces, avec des couleurs magnifiques, c'était juste trop beau, genre magique quoi. Après il y avait aussi les scènes avec les alphas, c'était juste un truc de fou, c'est trop beau quoi. Ah oui, si, il y avait aussi la scène des retrouvailles entre la mère et le fils dans les airs, c'est juste trop ouf. Enfin, la danse que la mère a fait, parce que ouais, c'est carrément une danse là qu'elle nous fait, c'est trop bien. Les points de vue, tous les points de vue qu'on a, on a l'impression d'être nous aussi à d'autres dragons, c'est trop cool, on a l'impression de voler. Et puis avec la musique qui nous porte, enfin franchement c'est juste incroyable quoi. Je crois que j'ai jamais autant adoré une scène dans un dessin animé. Franchement. Putain, mais si vous l'avez pas vu, mais allez le voir quoi. Bon, et si comme moi vous adorez tellement Croque-Mou, vous seriez prête à le voler à Harold pour le garder juste pour vous dans votre maison,
Ben sachez qu'en fait, les animateurs, quand ils ont créé Croque-Mou, ils se sont inspirés d'un vrai chat qui s'appelait Stephen. C'est un petit chat qui se baladait dans les studios et voilà, ils l'ont regardé, ils sont inspirés pour refaire Croque-Mou. À la base, en fait, Croque-Mou, ça devait être une panthère. Et puis ils se sont dit que c'était un peu trop sauvage, fallait le rendre un peu plus domestique. Et du coup, ils se sont inspirés du chat. Et comme chez vous, chez DreamWorks, il y avait les teams pro-chat et la team pro-chien, et qui se prenaient tous la tête, ils ont décidé de quand même ajouter des caractéristiques du chien dans le comportement de Croque-Mou. Dean DeBlois, le réalisateur et scénariste de Dragon, s'est beaucoup inspiré de l'Empire contre-attaque pour faire ce deuxième film. Il voulait étoffer l'univers, étoffer aussi les personnages comme Harold ou le père qui deviennent beaucoup plus complexes dans ce deuxième film. On découvre aussi un background avec l'apparition de la maman. On découvre aussi de nouvelles tribus qui ont réussi à domestiquer les dragons eux aussi. Et après, on laisse des questions plus complexes sur les dragons eux-mêmes, comme par exemple, pourquoi Croque-Mou est-il le dernier de son espèce pour le troisième film? Parce que oui, Dean DeBlois, il a signé pour un 2 que s'il y avait un 3 derrière. Donc rassurez-vous, il y aura une suite. Et vous le saviez peut-être pas, mais Dragon a aussi été inspiré d'un livre. L'auteure, elle s'appelle Cressida Cowell, et elle a écrit toute une série de livres sur les dragons. À l'origine, c'était une adaptation, mais en fait, DreamWorks a changé tellement de trucs dans l'univers et dans les personnages, mais aussi dans l'apparence de Croque-Mou, qui devait absolument pas ressembler à ça, que finalement c'est plus devenu une inspiration qu'une adaptation. Le troisième volet dont je vous parlais était initialement prévu pour l'été 2016, mais en fait il a été repoussé à l'été 2017 parce que, ouais, en juin 2016, il y a Le Monde de Dory qui va sortir, alors forcément il y a pas mal de concurrence. Bon, personnellement, ça n'aurait pas du tout empêché d'aller voir les deux, mais on peut comprendre. Donc pendant cette longue attente, vous pouvez toujours voir ou revoir Dragon 1 et 2, juste pour le plaisir des yeux, de vos oreilles et de votre âme d'enfant, parce qu'il est franchement super cool. Parlons maintenant d'Interstellar. Vous savez, Gravity 2. Non, je rigole. Alors, petit point pour ceux qui l'ont loupé. Interstellar a été réalisé par Christopher Nolan, le monsieur qui a fait Inception. Oui, du coup, c'est pour ça qu'il y a quelques ressemblances. La vedette de ce film, c'est Matthew McConaughey. Désolée si j'écorche ton nom, Matthew, c'est difficile pour nous les Français. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu croire avec la promo du film, là c'est pas Gravity, il n'y a pas que lui à l'affiche. Il y a aussi d'autres personnes. Il y a quand même pas mal Anna Thaoué, mais il y a aussi Michael Caine, Jessica Chastain, Casey Affleck et Matt Damon. Pour la petite histoire, dans un futur plus ou moins proche, la Terre est ravagée par des tempêtes de sable et on ne peut plus manger qu'une seule chose, c'est du maïs. Il est donc grand temps pour toute la population de la Terre de se barrer de là et d'aller sur une autre planète, à la rigueur, parce que sinon l'humanité va crever, en gros. Alors ensuite, on découvre le héros, donc Cooper, qui est un père de 2 enfants, qui va décider de quitter sa famille pour retourner travailler à la NASA, partir avec un groupe d'explorateurs, donc, et essayer de trouver cette planète qui pourrait accueillir l'humanité tout entière. Personnellement, j'ai bien aimé ce film et j'ai surtout été touchée par la performance de Mackenzie Foy, la petite fille de Cooper. La scène où la petite fille, elle pleure parce qu'elle a pas envie que son père y parte et que lui, il est en train de lui expliquer que là où il va, le temps s'écoule pas de la même façon que sur Terre et que quand il va revenir, elle aura peut-être le même âge que lui. Enfin, c'est un truc de fou, moi ça m'a trop brisé le cœur, quoi. D'ailleurs, toute cette histoire de temps qui s'écoule pas de la même manière en fonction d'où on est dans l'espace, moi j'ai trouvé ça genre trop intéressant, vraiment. Et puis bon, parce que la théorie c'est bien, mais que la pratique c'est vachement mieux, la scène où Brandt et Cooper, ils reviennent dans leur vaisseau après avoir passé à peu près 3 heures sur la planète Miller et qui s'est en fait découlé, c'est ça, oui, 23 ans pour le reste du monde. Waouh, c'est juste un truc de fou, quoi. Je veux dire, le père, il a quitté ses gamins, et là, quand il revient, en un clin d'œil, ils sont devenus adultes, ils sont mariés, ils ont des enfants à eux, quoi. Truc de malade. Contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre, Brandt et Cooper ne finissent pas ensemble. Vous rendez-vous compte? Pas d'histoire d'amour super cliché. Incroyable. Bon, par contre, les 2 autres astronautes qui étaient avec eux, là, pour le coup, désolé les gars, mais c'était juste évident que vous alliez y passer, quoi. À propos d'histoire d'amour, tout ce baratin sur comme quoi c'est l'amour qui... Enfin, c'est grâce à l'amour que le père et la fille, ils ont réussi à sauver l'humanité entière, c'est un peu énorme, quoi. Juste un poil lourd.
Ce que je pourrais reprocher à ce film, ce serait la fin en fait. Parce que après avoir passé 2h30 à nous expliquer tout ce qu'on peut savoir sur notre planète, notre galaxie, les autres galaxies, les trous noirs, ben pour le coup la fin elle est un peu rapide j'ai trouvé. Puis ça nous laisse pas mal de questions en tête. Et alors là, attention spoiler, qu'est-ce qui se passe vraiment après la scène de la bibliothèque? Est-ce que c'est l'imaginaire de Cooper qui est en train de mourir ou est-ce que c'est la réalité? Et du coup, les gens qui l'ont sauvé, ils sont là depuis quand sur leur vaisseau? Et puis, comment ils ont réussi à être sauvés? Je veux dire, est-ce que la NASA, avec le peu de vaisseaux qui lui restait, elle a réussi à récupérer la population entière de la planète et à les emmener dans un endroit en sécurité? Ou est-ce qu'ils ont dû faire un choix et n'emmener qu'une partie de la population? Cooper, il est censé du coup se réveiller un certain temps après. Alors pendant tout ce temps, pourquoi il n'y a personne qui a eu l'idée d'aller chercher Brand, qui est toute seule et abandonnée sur sa planète? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait sur sa planète là? Elle a mis en route le plan B, mais comment elle a pu faire ça toute seule? Et puis en plus, ça ouvre sur un truc de malade. Genre, ça voudrait dire qu'il y aurait deux sortes de population humaine. Une qui va, à partir de maintenant, se développer sur un vaisseau, et une deuxième qui va reprendre depuis le tout début, depuis la naissance, sur une planète extérieure. Enfin, une nouvelle planète. C'est un truc de fou. Enfin voilà, du coup j'ai quand même bien aimé ce film, mais j'aurais pas été contre quelques explications quoi. Alors 2014 c'était bien, mais 2015 s'annonce aussi prometteur avec la sortie du dernier opus de la saga Jurassic Park. Après Jurassic Park 1 et 2 de Steven Spielberg, Jurassic Park 3 de Joe Johnston, on va maintenant découvrir Jurassic Park 4 qui va s'appeler Jurassic World et qui a été réalisé par Colin Trevorrow. Au casting, on a Chris Pratt, vous savez, Star-Lord des Gardiens des Galaxies. On a aussi Bryce Dallas Howard, la méchante de La Couleur des Sentiments. On a Jake Johnson, qui a été vu entre autres dans New Girl. On a Vincent D'Onofrio de Men in Black. Et on a Omar Sy. Ouais, notre Omar Sy à nous. Jurassic World se déroule 22 ans après les événements du premier Jurassic Park. Dans la réalité, comme dans la fiction en fait. C'est un immense parc à thème qui est ouvert sur Isla Nublar et qui accueille des milliers de visiteurs par jour. Les scientifiques de la réserve biologique qui créent leurs dinosaures grâce à leur ADN qui a été fossilisé dans l'ambre décident d'aller un peu plus loin et puis ils créent une nouvelle espèce. Sauf que forcément ça tourne mal. Ce scénario on ne peut plus prévisible nous a pas empêché d'aimer tous les autres Jurassic Park. Il n'y a donc pas de raison que celui-ci nous déçoive. À part peut-être le fait qu'il y ait vraiment plus beaucoup de liens entre ce quatrième film et les premiers. Dans ce dernier film, le seul qui reste, c'est le docteur Henry Wu. Il n'y a plus aucun des autres personnages. On verra donc ce que ça donne, mais en tout cas, on a hâte de voir tout ça, parce que, je sais pas vous, mais moi, Jurassic Park version Marineland, ça me donne trop envie d'aller le voir, quoi. Bon, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est parti pour le trailer. Je suis très fière que vous fassiez ce voyage. Vous allez vous éclater. Et n'oubliez pas, si quelque chose vous prend en chasse, courez. Nous avons plus appris ces 10 dernières années grâce à la génétique qu'en un siècle à déterrer des ossements. Un monde nouveau s'ouvre à nous. Notre tout premier hybride génétiquement modifié est prêt. Vous avez fabriqué un nouveau dinosaure? C'est pas une bonne idée. La palissade fait 12 mètres. Vous croyez qu'elle a pu l'escalader? Ça dépend.
De quoi? Du genre de dinosaures qu'ils nous ont pondus dans ce labo. Faites évacuer l'île. Elle est d'une intelligence supérieure. Elle va tuer tout ce qui bouge. Oh non. On passe maintenant au nouveau Disney qui sortira le 11 février, Les Nouveaux Héros. Après l'immense succès de La Reine des Neiges et le fait que le film soit le premier basé sur l'univers Marvel Comics depuis que Disney a racheté Marvel en 2009, les attentes sont plutôt grandes. Effectivement, le film sera basé sur les comics Big Hero 6, mais pour une histoire de droit d'auteur, il y a quelques trucs qui ont été modifiés. Par exemple, le nom de la ville, c'est plus Tokyo, mais San Francisco. Donc, oui, c'est bien un mélange de Tokyo et de San Francisco. Après, il y a aussi des personnages qui ont été supprimés. Et pour les autres, on a changé leur nom. Le héros n'est donc plus Hiro Takashiro, mais Hiro Hamada. Et lui et sa bande de copains et son super robot trop mignon, Baymax, ils vont sauver la ville. Bien sûr, l'histoire commence par une tragédie, comme tous les débuts de Disney. Bon, je vous dirai pas ce que c'est, mais c'est assez triste. Bon, heureusement pour vous, c'est pas aussi triste que la mort de Mufasa, donc ça va. Mais quand même. Après avoir visé un public plutôt de petites filles avec La Reine des Neiges, Disney se concentre maintenant sur les petits garçons. Après, j'espère que les petites filles pourront arriver à s'attacher aux deux personnages féminins de cette bande de super-héros. Le film a dû jongler entre l'univers plutôt adulte de Marvel et plutôt enfantin de Disney. Il a aussi dû mélanger l'univers d'Hollywood et l'univers des mangas. Pas facile. C'est sûrement pour ça qu'à sa première diffusion privée, ça a fait un gros flop. Mais bon, vous inquiétez pas, entre-temps, il est retourné au montage. Il y a beaucoup de scènes qui ont été refaites. Et maintenant, c'est bon. Pour la sortie publique, là, c'est bon. Je pense que ça devrait marcher. D'ailleurs, c'est même sûr que ça va marcher parce qu'en fait, le film est sorti depuis novembre aux États-Unis. Et ça a fait pas mal d'entrées. Hein. Nous, bah, on va devoir attendre... du coup, début février, pour qu'on puisse se faire un avis. Mais en attendant, regardez la bande-annonce. Bon, alors, si je comprends bien, un homme avec un masque kabuki a donné l'assaut avec une armée de robots volants miniatures. Des micro-robots. Dis-lui, Baymax. Oui, monsieur l'agent. Micro-robots. Oui. Il les contrôlait par télépathie avec un neurocerveau transmetteur. Dépêche-toi! Je ne suis pas rapide. Non, sans blague! Cours, 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 cours! Alors, monsieur Kabuki a usé d'un moyen paranormal pour vous attaquer, toi et ce ballon ambulant. Vous devez croire que je délire. Petit, si j'appelais plutôt tes parents pour qu'ils viennent te chercher... Quoi? Écris ton nom et ton numéro sur cette feuille de papier pour qu'on te... Oh. Il faut qu'on capture ce type. Mais pour ça... t'auras besoin d'une petite mise à jour. Avec un masque, il vient d'essayer de nous tuer. C'est pas génial? Ça fiche la trouille évidemment, mais c'est trop cool. Qu'est-ce qui te prend? Batterie déchargée. T'es rentré, mon ange? Nous avons sauté d'une fenêtre. Qui est là? Nous avons chuté d'une fenêtre. Bébé poilu. Bébé poilu. Ça y est, c'est déjà fini. J'espère que vous avez bien aimé cette édition spéciale ciné du WhatsApp et que vous reviendrez pour la prochaine. Au programme, on aura
du fantastique, du thriller, de l'érotique et du dessin animé. Ouais, il y en a pour tous les goûts chez nous. Allez, à la prochaine! Bonjour à tous et bienvenue dans la partie littéraire de WhatsApp. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui me tient à cœur, N'oublie pas que je t'attends, d'Amanda Stevens. Et non, contrairement à ce que vous pouvez penser, ce n'est pas un livre qui parle d'histoire d'amour, bien qu'il en soit quelque peu parsemé. C'est un livre à suspense qui parle de disparition d'enfants. Sorti en 2008, il n'en reste pas l'un des meilleurs du genre que j'ai lu jusqu'à présent. Il s'ouvre sur l'enlèvement d'Emily, 10 ans jour pour jour, après celui de la fille de Naomi. Aussitôt commence pour Tess le calvaire d'un parent dont l'enfant a été kidnappé, l'attente, les questions de la police parfois intrusives, le doute et surtout la crainte de ne pas savoir ce que devient l'être que vous chérissez le plus au monde. Très rapidement, Abby, la tante de la petite Sadie, fait le rapprochement entre les deux affaires. Mais cela ne suffit toujours pas à découvrir la vérité, puisqu'une seconde enfant, Sarah Beth, est enlevée quelques jours plus tard. Mais cette fois-ci, Abby voit des différences flagrantes entre les deux enlèvements, intuition qui lui sera confirmée par Sam Burke, agent chevronné du FBI. Alors que l'affaire de Sarah Beth est résolue, la petite Emily demeure toujours introuvable, et Tess découvre alors la deuxième partie de son calvaire, celle de la diminution des effectifs de recherche. Commence alors pour elle un nouveau combat où elle est presque seule. Épaulée de sa meilleure amie et de Naomi, elle fera tout pour retrouver sa fille. Alors que le calvaire de Tess est terminé, celui de Naomi recommence. Ainsi, l'histoire fait une boucle, commençant par l'enlèvement de Sadie et finissant par elle. Ce livre se découpe distinctement en 3 enquêtes. Les personnages, les milieux, les contextes changent dans chaque cas. Cependant, les 3 enquêtes sont étroitement liées. Au fur et à mesure de l'histoire, tout s'explique, tout s'éclaire dans une troublante logique qui nous avait échappé. Le fait de suivre ces 3 enquêtes nous apporte des éléments qui nous font découvrir au fur et à mesure un univers noir, complexe et glauque. Les 3 héroïnes, Abby, une jeune policière de Eden, Tess, la mère de la seconde fillette, et Noémie, la sœur d'Abby, ont un point commun. Elles sont toutes les 3 rongées par la culpabilité d'avoir failli à leur rôle, celle de mère ou de tante. Elles feront alors tout pour réparer leurs torts et donneraient leur vie pour retrouver leurs enfants. La psychologie des personnages nous permet de facilement nous identifier à elles. C'est ainsi qu'on comprend la difficulté de Abby d'enquêter sur la disparition de sa nièce, raison pour laquelle elle est entrée dans la police et restée dans la ville d'Eden, petite ville perdue, alors qu'elle a de fortes ambitions. La difficulté de Tess à surmonter cette épreuve vient du fait qu'elle cache de lourds secrets sur son passé à la police, ce qui la fait culpabiliser car elle pense que c'est à cause de ces secrets que la police est en échec pour retrouver sa fille. Auprès de Naomi, on découvre le quotidien d'une mère meurtrie par la perte de son enfant, mais aussi tout ce qu'une mère est prête à faire pour son enfant ou tout ce qui le concerne. On admirera tout au long du livre le courage et la persévérance de cette mère qui, malgré le fait que la police piétine tous ses espoirs, continue la recherche de son enfant. Tous les protagonistes sont animés par une chose, l'espoir, un sentiment indispensable mais qui amène pas mal de chagrin. Un sentiment que le lecteur comprend aussi, vu qu'il pleure pas mal pendant le livre, je parle d'expérience. Pour résumer, on se trouve donc face à une intrigue émouvante dont il est difficile de se détacher, de s'arrêter. Les points négatifs du livre sont les relations amoureuses qu'on trouve assez répétitives et très vite bâclées pour laisser place à l'intrigue. Mais bon, on pardonne à l'auteur vu comment celle-ci est bien menée. On se trouve donc en présence d'une histoire émouvante dont il est difficile de se détacher. En effet, à chaque fois qu'on ferme le livre, on se met alors à s'imaginer tout un tas de scénarios farfelus grâce aux fausses pistes disséminées par-ci et par-là par l'auteur. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ce livre. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de WhatsApp.